Aujourd'hui, le numérique est l'un des secteurs d'activité qui recrute le plus en France, à la fois pour les entreprises du numérique et pour les structures traditionnelles qui se digitalisent. L'émergence du commerce, des services en ligne, des smartphones et des réseaux sociaux ont créé de nouveaux besoins et de nouveaux métiers pour les entreprises, particulièrement en ces temps d'épidémie où le télétravail devient une nécessité. Ces nouveaux usages génèrent des masses de données qu'il faut être capable de traiter. Ainsi, de nombreuses formations se développent, ouvertes à tout public, tout âge, même sans prérequis. La révolution du numérique, elle a profondément changé notre manière de travailler, de consommer, de se déplacer, de communiquer. Dire que voilà, il y avait vraiment une évolution dans ce sens-là et on le ressent au niveau de l'emploi puisque par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus de 3700 offres par an et c'est un métier qui a du mal à recruter. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on n'a pas besoin d'être hyper diplômé, qu'on ait le bac ou pas, qu'on soit en reconversion, qu'on soit jeune ou pas, eh ben, les métiers du numérique, ça peut être fait pour vous. Donc il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de Pôle emploi où les conseillers pourront vous accompagner dans ce sens-là. Mais à l'autre bout, il y a des personnes qui, dans leur quotidien, ont besoin d'être accompagnées pour utiliser l'outil numérique. Et dans ce cadre-là, on peut les accompagner ici au sein de l'agence de Pôle emploi de différentes manières. Ok, et quelle sorte de formation proposez-vous? Alors en fait, tout dépend. Si on est vraiment sur la base, c'est-à-dire une personne qui n'utilise pas du tout l'outil informatique, qui n'est pas à l'aise du tout là-dessus, on a une formation qui s'appelle Fracture numérique et initiation à l'informatique, et qui est une formation qui dure environ 3 mois, où c'est quand même 30 heures par semaine, donc du coup il y a quand même un apport pédagogique assez important. Et là vraiment la personne elle est accompagnée du coup du début jusqu'à une maîtrise normalement en autonomie au bout de 3 mois quand même de l'outil informatique. Alors pas des outils bureautiques, mais au moins de l'ordinateur, pouvoir être autonome, pouvoir faire un mail, utiliser un ordinateur, une utilisation de base. Après, on a également d'autres formations pour des personnes, par exemple, qui utilisent des outils bureautiques comme Word, Excel, etc., mais qui, par exemple, ne l'ont pas fait depuis longtemps, ont besoin un petit peu d'une remise à niveau. À ce moment-là, on peut aussi proposer des formations qui leur permettent de passer le passeport de compétences informatiques européen. Et pareil, c'est une formation qui dure plusieurs mois et qui leur permet de se remettre à niveau. Et on a beaucoup d'autres formations également qui existent dans le numérique en fonction des besoins en fait, de la personne. Là, on parle du numérique au quotidien pour les demandeurs d'emploi. Et là, on les prend là où ils sont. Après, sur les métiers réellement du numérique, développeur, concepteur, gestionnaire, administrateur de bases de données, etc., là, on est sur des formations qui se font à un autre niveau, dans des centres de formation qui sont présents dans tout Rhône-Alpes. On en a certains à Valence, comme l'école du numérique, le campus numérique, ou les grandes écoles du numérique qui sont sur la région. Et donc là, on apprend des métiers liés vraiment au numérique, les vrais métiers du numérique. Donc ce programme de formation, il est accessible pour tous à partir du moment où on a une appétence, une capacité de logique et une appétence vers les métiers du numérique. Voilà. Donc la formation, elle se déroule une partie en centre de formation et une seconde partie qui va être en alternance. Donc là, c'est directement en entreprise. Donc elle est ouverte à n'importe qui, pas besoin de... Tout à fait. La formation, le métier est ouvert à toute personne qui a vraiment ses capacités de logique et qui est attirée vers le numérique.
En fait, après, c'est vrai que c'est accessible. En fait, la formation en soi peut être potentiellement accessible à tout le monde, hein, puisqu'ils ont beaucoup ouvert. Il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle sur ces métiers-là. Après, il y a bien évidemment des tests quand même, comme disait Sandra, pour voir si la personne a quand même des compétences, capacités logiques, etc. Et il y a quand même une formation qui dure plusieurs mois avant. Bien sûr, on ne devient pas développeur web du jour au lendemain, tout à fait. Donc, il y a quand même une formation qui est assez dense, qualifiante du coup, et ensuite au départ la personne est débutante, donc elle est quand même suivie aussi par l'entreprise quand elle intègre l'entreprise, quoi. Aujourd'hui on parle du numérique, on parle développeur, technicien informatique, mais le numérique c'est pas que ça, et c'est ce qu'on disait en début, c'est qu'aujourd'hui toutes les entreprises sont potentiellement des recruteurs dans le numérique. Ça passe par le supermarché, où ça a explosion. Vous avez dû voir qu'il y a les caisses automatiques aujourd'hui, ça fait partie du bouleversement un petit peu du numérique. Toutes les entreprises aujourd'hui sont potentiellement des recruteurs. Y a-t-il des modes de financement? Oui, tout à fait. Il y a pas mal de financements qui sont possibles. Alors déjà, Pôle emploi avec le plan d'investissement pour les compétences, où le but c'est de qualifier les personnes. Donc comme les métiers du numérique, c'est quand même un secteur où il y a beaucoup de recrutement. Si la personne souhaite se reconvertir sur ces métiers, on peut tout à fait l'accompagner, envisager un financement. Et la région également finance des formations dans le secteur numérique. Et disons, par exemple, vous avez dit là qu'il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'âge. Imaginons quelqu'un qui sort de CM2, par exemple, il a ou elle 40 ans, par exemple, elle veut se former sur le numérique. Alors après, la première chose, ça va être d'apprivoiser le clavier, l'écran. Et donc là, on rentre, si c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout le numérique et qui débute vraiment dans cet apprentissage-là, là, on va être pas dans une approche professionnalisante à but de métier, on va être dans une approche plus d'un usage du quotidien, un usage personnel, pour pouvoir réaliser tous les actes de communication avec tous les services de l'État, Pôle emploi, comme la CAF, comme les impôts, comme que sais-je. On développe de plus en plus les services à distance, les services dématérialisés. Tout maintenant peut se faire à partir de son espace candidat sur pôle emploi.fr, prendre rendez-vous avec son conseiller, envoyer le bulletin de salaire de sa dernière expérience professionnelle, faire demander des devis de formation, enfin voilà, tout peut se faire en ligne, sauf qu'il faut savoir l'utiliser, ça, effectivement. Donc on a des bornes ici qui sont installées avec des tablettes tactiles qui sont à disposition des demandeurs d'emploi. Et lorsque quelqu'un a besoin d'un accompagnement pour utiliser ça, on a des services civiques qui sont là en accompagnement le matin en libre accès et l'après-midi sur rendez-vous quand la personne n'est vraiment pas autonome et qu'elle a vraiment besoin d'être accompagnée sur cet usage-là et pour apprendre à utiliser son espace candidat. Et comme disait Hassan tout à l'heure, en même temps que la personne apprend à utiliser son espace candidat sur pôle emploi.fr, elle apprend à utiliser Internet et ça lui servira dans d'autres occasions aussi. Parce qu'apprendre à envoyer un mail, quelle que soit la personne à qui on s'adresse, ça fait de la même manière. Et ensuite, pour prolonger cet apprentissage-là, on a des partenariats avec les EPN, les espaces publics numériques qui sont sur le territoire, qui proposent aussi des accompagnements, des formations un peu plus poussées que la prise en charge des services civiques qui sont là le matin et l'après-midi en fait. Pour répondre aux exigences de la dématérialisation des documents, le développement du télétravail et pour faciliter l'accès à tout type d'emploi, les espaces publics numériques proposent des initiations et stages informatiques personnalisés. Les centres sociaux ont pour vocation d'accueillir un public très large, de l'enfance, l'adolescence, les familles bien sûr. Donc on peut faire un petit tour large de ce que nous proposons. Donc on a des activités culturelles ou sportives pour les femmes, pour les hommes. On accueille des enfants et des collégiens pour de l'accompagnement à la scolarité. Et puis on a des ateliers informatiques, de la formation. Donc là c'est plus particulièrement mené par Chemseddine. Et Fahima qui est plus récemment arrivé dans le cadre d'un contrat adulte relais. Voilà, qui accompagne, qui fait du suivi individuel dans le cadre d'administratif en ligne.
Donc, ce qui se passe autour des espaces publics numériques, donc ils sont souvent portés par des structures sociales, c'est qu'en fait la dématérialisation des documents, le fait aussi qu'il y ait moins de permanence, eh bien, on a chargé beaucoup de structures sociales d'accompagner le public pour faciliter, on va dire, parce que tout le monde n'a pas des abonnements, tout le monde n'a pas du matériel, ni les compétences, on va dire, techniques. Donc on est là aussi pour les accompagner sur ces différents aspects. Alors nous, notre principal objectif, c'est de lutter contre la fracture numérique et de permettre en tout cas à tous les usagers d'être autonomes en tout cas sur le support numérique. Aujourd'hui, donc au vu de la dématérialisation, beaucoup de choses en tout cas se font via Internet. Donc on propose un ensemble de panels d'activités. On propose donc du libre service où les personnes viennent à l'EPN, utilisent donc un poste informatique, si en tout cas ne sont pas équipés à la maison, donc pour faire des recherches, imprimer un document, réaliser un CV. Par exemple, les étudiants peuvent venir aussi faire des recherches scolaires. Donc ça, c'est vraiment pour la partie libre service. Ensuite, au niveau des accompagnements, donc on propose des accompagnements donc individuels, où là, une personne qui a des difficultés avec son smartphone, sa tablette numérique ou son ordinateur, si donc par exemple il a une question à poser, voilà, une problématique, il peut venir à l'EPN. Donc nous, on prend sur rendez-vous, donc on l'accompagne en tout cas, on essaye de répondre en tout cas à sa question, à sa problématique. Ça, ce sont pour les accompagnements donc individuels. Donc vous êtes plus sur l'accompagnement de cas particuliers ? Alors depuis le début, oui, je me concentrais plus sur l'accompagnement individuel, mais lors de ces accompagnements individuels, j'ai pu remarquer quand même que les gens avaient énormément de difficultés, énormément, d'où la barrière, voilà, par rapport à la barrière de la langue et l'informatique. Donc j'ai créé un cours d'informatique tous les mercredis matins. Voilà, et voilà, c'est de l'informatique pratico-pratique. Vraiment, ça leur sert à pouvoir se repérer sur leur compte en ligne avec des pictogrammes, des codes couleurs, voilà, pour essayer vraiment de pallier à ces difficultés. Mais comment se passe un cours collectif, s'il vous plaît? Alors, les cours collectifs, c'est tous les lundis. Donc, ça dure donc une session, on marche par session, il y en a 2 par an. C'est sur du long terme. On a une session qui dure 3 mois, donc il y a 13 créneaux. Et sur ces 13 créneaux, ça se passe donc tous les lundis. On a des cours de débutants, on a des cours de confirmés, où là, une fois qu'on a fait débutant, on avance, petit à petit on progresse, on utilise du traitement de texte, etc. Ensuite, l'après-midi, sur les lundis après-midi, on a Internet et la messagerie, où là on découvre Internet, on apprend à utiliser en tout cas une messagerie, envoyer des messages, des pièces jointes, etc. Et le dernier cours, donc là, c'est vraiment axé sur la photo, pour utiliser en tout cas des tablettes, des smartphones, pour ramener ces photos en tout cas sur l'ordinateur et en tout cas voilà, modifier des photos, faire des petits montages, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et pour créer un CV ou bien faire des pièces jointes, ça demande combien de temps par exemple? Alors sur des CV, nous ici on a une personne donc, à l'espace public numérique qui s'occupe en tout cas pour tout ce qui est accès au droit et qui va vous permettre aussi en tout cas de vous accompagner pour la réalisation de votre CV. On prend rendez-vous, elle est là, elle va vous consacrer 1 heure et son rôle à elle c'est de vous accompagner pour en tout cas réaliser un CV. Utilisez aussi votre messagerie par exemple. D'accord ? Si vous avez rencontré des problématiques au niveau de votre messagerie, nous on est là en tout cas pour vous accompagner sur un rendez-vous. Vous venez à l'EPN, on est là, on vous accompagne, on fait ensemble et on vous montre donc les manipulations et vous faites vous par la suite. Et comme ça, voilà, on vous permet en tout cas d'être plus autonome, plus à l'aise sur votre utilisation. Voilà. Des lieux ressources ouverts à tous, tels que Fab Lab, offrent un accès à un matériel plus professionnel et un accompagnement adapté. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au Fab Lab de Montélimar. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un Fab Lab ? Bonjour Mathieu, donc vous êtes au Fab Lab de Montélimar, qui est un tiers-lieu ouvert pour l'utilisation de la technologie et des outils numériques comme une imprimante 3D découpeuse laser. Donc c'est un lieu où on apprend à se servir de ces outils et où on partage ses connaissances sur ces outils. Donc le Fab Lab, c'est un tiers-lieu qui est ouvert à tous les publics et avec l'idée d'être un lieu de rencontre, d'échange et de partage. Du coup, que trouve-t-on dans un Fab Lab ?
Alors, dans un Fab Lab, on va trouver des outils numériques, mais pas que. On va trouver des imprimantes 3D. Donc, c'est des machines qui vont déposer du fil par couche pour faire des pièces. Après, on va trouver des découpeuses laser qui, avec un rayon laser, on va fondre la matière à 3200 degrés pour découper ou pour écrire dessus en réglant la puissance du rayon laser. Donc on va pouvoir faire des pièces comme ça. Et après on a d'autres outils comme cette machine qui est une fraiseuse numérique. Cette machine-là, il y a une fraise qui va tourner très vite et qui va ronger la matière. Donc c'est les trois principaux outils qu'on trouve dans des Fab Labs. Après on a d'autres outils donc, qui sont des outils numériques, c'est des ordinateurs pour modéliser, pour faire le dessin de la pièce que vous voulez fabriquer, mais aussi pour apprendre le codage, parce qu'on a des cartes de programmation un peu de ce genre-là, qui permettent d'apprendre à faire des robots ou à faire d'autres choses. Qui peut utiliser un Fab Lab? Alors, tout public peut utiliser un Fab Lab. C'est justement l'avantage de ce tiers-lieu, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. Alors c'est vrai que ça a un côté très technique, alors on a l'impression que c'est pour un monde réservé, loin de là. Je dirais de 7 à 77 ans, pour jouer un petit peu sur cette expression-là, peut profiter du Fab Lab. Des personnes qui sont une maîtrise informatique numérique, mais des personnes qui sont aussi loin de ce monde-là. Dans un Fab Lab, on accueille les gens tels qu'ils sont. Ils sont accueillis, ils ne sont pas jugés. Ils ne sont pas classés en catégorie de compétences. L'idée, c'est qu'ils viennent dans le lieu, ils vont commencer souvent le parcours d'un visiteur. C'est la première fois, on va regarder un petit peu, puis il y a quelque chose, tiens, ça m'intéresse, comment ça se fait? Comment on peut faire ça? Donc il y aura toujours quelqu'un qui va expliquer comment on peut faire un dessin, un schéma électronique. On va, par exemple, apprendre à quelqu'un qui ne vient pas à souder, ou on va lui apprendre à utiliser juste un petit peu le fonctionnement d'une découpeuse laser, et ça va déclencher généralement une envie d'aller un peu plus loin. Et là, à ce moment-là, il y aura toujours quelqu'un qui va accompagner cette personne pour pouvoir aller vers une formation où la personne va apprendre à utiliser une machine, parce que c'est obligatoire dans les Fab Labs. On ne peut pas utiliser une machine si on n'a pas passé ce qu'on appelle un passeport. C'est le droit d'utiliser la machine, parce que chaque machine est différente. Chaque machine, c'est des machines qui coûtent très cher et qui sont fragiles. Donc la personne qui vient va apprendre comment utiliser la machine en toute sécurité pour la machine, en toute sécurité pour soi-même. Et donc si je veux venir, quelles sont les conditions d'adhésion et d'utilisation du matériel? Alors il faut savoir que l'adhésion, on l'a réfléchi comme on veut que ce soit ouvert à tout public. C'est une vraie réflexion. En même temps, une adhésion, un engagement sur une association, c'est un vrai engagement, donc il fallait qu'on réfléchisse à un coût. Donc on a trouvé normal de mettre une adhésion pas très haute à 15 € en fait par personne, mais on a aussi envie que les jeunes viennent, donc tous les jeunes mineurs, eux, leur adhésion est à 5 € à l'année en fait. Ensuite, il y a les autres coûts qui sont d'utilisation. Donc un coût d'utilisation, il va y avoir un coût sur une formation sur les machines, qui pour apprendre à se former sur une machine, c'est 30 €. Donc c'est un coût quand même qui est raisonnable, qui est accessible, qui, nous comme une association qui promouvons le bénévolat, les adhérents qui adhèrent à l'association, qui donnent de leur temps, en fait le temps qu'ils donnent, on le garde en mémoire, et après ils ont accès gratuitement à des formations puisqu'ils ont donné de leur temps. À un moment donné, c'est bien aussi de ne plus avoir la question d'argent. J'ai des bénévoles qui passent des fois dans l'année près de 50, 60, 100 heures à donner de leur temps pour aider les autres. Donc ces personnes-là, ils ne vont pas payer le coût de formation des machines. Les Fab Labs, la devise c'est faire, apprendre, partager. Et pour aller plus loin, nous nous sommes intéressés aux formations diplômantes, rémunérées et ouvertes à tout public. L'école numérique ardéchoise est un centre de formation qui existe depuis 2015 à l'initiative de la communauté de communes pour implanter un projet de formation innovante sur un territoire rural, puisqu'on est au Cheylard en Ardèche.
Ce projet donc, dure depuis 2015 et forme tous les ans des personnes au métier de développeur logiciel. Pouvez-vous nous dire pourquoi se former au numérique? Alors pourquoi se former au numérique? En général, parce que le numérique est partout aujourd'hui, parce que les besoins apparaissent, tous les nouveaux besoins apparaissent tous les jours, et donc il va forcément y avoir de plus en plus de personnes qui vont devoir créer des applications pour répondre aux nouveaux besoins qui vont apparaître au fil du temps. Et quel type de formation proposez-vous? Donc nous, on propose des formations pour des adultes en reconversion professionnelle, des formations au métier de développeur. Alors particulièrement sur le web, parce qu'aujourd'hui c'est porteur. C'est des formations donc, qui sont ouvertes, qui sont ouvertes à tout le monde et qui sont des formations professionnalisantes, puisqu'à la fin de la formation, on passe un titre professionnel qui est l'équivalent d'un diplôme de l'éducation nationale, mais qui est dans la formation professionnelle. Et qu'est-ce que c'est justement le développement? Alors le développement de logiciels, c'est l'écriture du code derrière les jolies choses qu'on voit à l'écran. Donc on les forme en fait à utiliser les outils qui permettent de faire ça, donc écrire le code. On les forme au langage et on les forme un petit peu aussi à la façon de penser les choses. Donc en fait, on apprend à écrire dans un langage qui est proche du nôtre, des choses qui vont ensuite indiquer à la machine comment faire les choses. Oui. À quel public s'adressent vos formations, s'il vous plaît? Les formations s'adressent à tous les publics. En fait, c'est des formations qui sont ouvertes à tous les adultes qui souhaitent se reconvertir. Et quelles sont les qualités demandées? Une des principales qualités, ça va être l'engagement dans la formation. C'est-à-dire que si vous venez en formation, on va vous demander un effort très intense tous les jours, parce que certes, la formation, c'est 7h30 à peu près par jour en centre de formation, mais je vais vous demander à peu près autant de travail chez vous. Une autre qualité qui va être demandée, c'est l'envie de travailler dans cette branche, et donc d'apprendre le code, d'aimer manipuler des choses abstraites. Et quels sont les effectifs et le mode de sélection? Donc les effectifs, c'est environ, jusqu'à présent, c'était environ 16 personnes par formation. Le mode de sélection, il est en plusieurs étapes. On met un formulaire en ligne dans lequel on pose plein de questions, parce qu'on veut connaître les personnes qui veulent venir dans notre formation avant de pouvoir les rencontrer physiquement. Et il y a aussi un travail en groupe dans la salle qui permet de voir la personne, comment elle travaille en groupe. Combien de temps dure la formation? Alors la formation dure environ 1000 heures. 1000 heures réparties sur 7 mois, dans le centre de formation. C'est 34 heures par semaine en centre de formation, avec autant de travail personnel à la maison. Et après, les stagiaires partent 2 mois à 2 mois et demi en entreprise pour le stage de fin de formation, en espérant pouvoir transformer leur stage en emploi. Quels sont les débouchés? Les débouchés, c'est toutes les entreprises déjà qui fabriquent, qui développent des logiciels pour les autres entreprises, donc tous les éditeurs de logiciels en fait, qu'il peut y avoir. Ça peut être aussi des entreprises qui ont des développeurs de logiciels en interne, parce qu'ils ont des besoins suffisants pour avoir une équipe interne. C'est les principaux débouchés. Et quels sont les financements? Alors, il faut savoir que la formation est gratuite pour les personnes qui viennent suivre la formation si elles sont inscrites à Pôle emploi et si elles passent par notre processus de sélection. Parce que la formation est financée pour ces personnes soit par la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit par Pôle emploi. Pourquoi avez-vous choisi de vous former au numérique? J'ai toujours aimé ça, mais du coup je travaillais dans le commerce pendant 15 ans et en fait j'ai décidé de me reconvertir parce que du coup mon souhait ça serait de faire de beaux sites internet. C'est pour ça que je suis venu dans cette école au cœur de l'Ardèche pour changer d'orientation. Alors moi j'ai plutôt une formation littéraire à la base, mais comme mon collègue c'est vrai que je touche un peu à internet etc. depuis que je suis jeune.
et ça m'attire beaucoup. Ma motivation principale, c'était quand même la résolution de problèmes. J'aime beaucoup passer du temps sur des problèmes et c'est vrai qu'en tant que développeur, c'est la majorité de ce qu'on fait et c'est super intéressant. Donc j'ai 39 ans, j'étais avant dans le domaine de l'électronique industrielle, surtout dans la qualité. Et finalement j'avais fait le tour et je me suis dit pourquoi pas le numérique, parce que c'est un métier d'avenir et on peut proposer des solutions qui peuvent aider les personnes. Et en fin de compte c'était mon but, de pouvoir faire des applications pour simplifier la vie des gens. Alors du coup moi j'ai souhaité faire cette formation dans le développement web parce que j'étais médiateur scientifique par le passé, j'ai un master en médiation scientifique et j'avais un petit peu de difficulté à trouver un travail dans ma région d'origine qui est la Drôme et voilà, je souhaitais me poser un peu. Donc trouver un travail qui embauche et en même temps qui m'intéresse et je pense avoir trouvé cette voie-là parce que le numérique m'intéresse beaucoup et m'intéresse depuis le plus jeune âge. C'est une formation qui donne une équivalence Bac+2 en 9 mois du coup, donc effectivement c'est assez intense mais il ne faut pas s'arrêter à ça et c'est vraiment hyper passionnant. Moi j'avais un petit peu peur de cet univers-là que je ne connaissais pas tout à fait et je ne regrette pas du tout, c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans le développement. Il faut savoir que c'est quand même un métier où au final on se forme toute sa vie parce que toutes les technologies changent. Et c'est vrai que là on va faire en 7 mois au centre de formation et 2 mois de stage l'équivalent de ce qu'ils font en 2 ans en IUT. Donc c'est une super opportunité et il ne faut pas avoir peur de travailler parce que du travail il y en a, mais ça reste très intéressant et très enrichissant. Quels sont vos projets ou objectifs après la formation ? Du coup, mon but après la formation, c'est de trouver du travail, de trouver un emploi dans la conception de sites internet. Alors pourquoi pas faire une 2e année peut-être pour me spécialiser sur un langage en particulier. Eh bien, ça sera de trouver un travail ou éventuellement de continuer une formation en alternance, pourquoi pas, pour aller toujours un petit peu plus loin dans les acquis, quoi. Donc, moi, mon objectif, c'est trouver un travail qui pourrait faire des applications pour l'industrie, où moi je mêlerais mon ancien travail avec mon nouveau travail. De mon côté, déjà, ça va être de prendre un petit peu de bouteille en tant que développeur au début, mais mon projet à long terme, c'est un truc que je veux faire depuis quelques temps déjà, c'est de partir en Antarctique sur la base polaire française et de faire responsable informatique là-bas, donc pour tout ce qui est développement web et gestion du réseau. Vous avez l'air finalement dans votre élément. Ici, vous auriez un petit mot pour les futurs Simploniens ? Alors un petit mot, lancez-vous parce que c'est une formation qui est très intéressante. J'ai jamais été vraiment motivé par les études et là le fait d'arriver ici avec les méthodes pédagogiques de Simplon, j'ai beaucoup plus envie d'apprendre et du coup je révise le soir et je travaille dur parce que la motivation est là, quoi. À savoir aussi que l'une des bonnes choses de la méthode Simplon, c'est aussi qu'on nous apprend à apprendre. Même si on n'est pas justement, comme disait Vivien, fait pour les études, là on nous apprend à avoir envie d'apprendre aussi et c'est quelque chose qui fait un des gros plus de cette formation.